Mettez bien en plein écran, comme ça vous verrez bien les questions. DTA et repérage avant travaux sont équivalents. Alors, vrai ou faux? Alors là, elle est facile celle-là. Hein. Et puis, deuxième question, le périmètre de repérage est défini par l'entreprise de travaux, l'opérateur de repérage, le donneur d'ordre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Alors, un peu plus difficile. Allez, on vous laisse voter. 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vous êtes nombreux à voter, 2, on est plus de 80 là en ce moment, 1, 0, voilà, tout le monde a voté, c'est bon. Allez, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Alexandre, alors, DTA et repérage avant travaux sont équivalents? Absolument pas. Absolument pas, voilà, c'était faux. Non, tout à fait, c'est faux. Oui, en effet, le dossier technique amiante, alors c'est vrai que ce terme évolue. Le dossier technique amiante va dire globalement concerne tout ce qui va être des matériaux visuels. On ne va pas en profondeur. Donc, ce sont des matériaux qui sont un repérage qui est basé sur la connaissance de l'opérateur, sur ce qui va être décliné, l'intégration d'une grande liste de matériaux. Voilà. Donc, en effet, et le repérage avant travaux est un élément qui doit tenir compte des couches matériaux, des différents états de conservation. Alors, donc, en fait, le repérage avant travaux est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus précis que ne le sera le DTA. Voilà. Et deuxième question, qui était le périmètre de repérage est défini par qui? Alors, il y avait plusieurs choix multiples. Est-ce Alors, que en effet, le public a voté 58% le donneur d'ordre? Est-ce que c'est ça? Alors, le périmètre est défini par l'opérateur, puisqu'en effet, dans le cadre d'une mission de repérage, quelle que soit la nature, et principalement sur l'avant-travaux, c'est une discussion, un échange qui est fait entre le donneur d'ordre, donc la personne qui va missionner un opérateur. Cette personne qui va missionner va décrire le type de travaux qu'il veut faire réaliser. Donc, en fait, il va définir un programme de repérage. Et le périmètre est à déterminer en échange avec le donneur d'ordre, donc en fait avec la personne qui va missionner, puisque le périmètre est un périmètre étendu. Rappelons que dans le cadre du repérage avant travaux, il y a une petite subtilité dans l'article 3 qui mentionne matériaux directement ou indirectement concernés par les travaux. Et nous parlons de choc et vibration. Je vous donne un exemple tout bête. Une entreprise qui est susceptible d'intervenir dans un étage de bâtiment scolaire, et on parle de collectivité bien entendu, si l'entreprise intervient sur une ou deux ou trois classes, mais aussi sur des parties circulatoires qui sont les couloirs, le repérage devrait être mené non seulement sur les classes concernées par les travaux, mais sur la partie circulatoire dont va faire usage l'entreprise. Donc en fait, il peut y avoir un grand nombre de matériaux qui peuvent être impactés de manière indirecte par des chocs et des vibrations, qui malgré tout ne sont pas le sujet propre des travaux, mais qui peuvent être impactés. Donc oui. Les matériaux des pièces concernées par les travaux seront identifiés, mais les pièces annexes circulatoires ou d'occupation, ou ce que l'on appelle l'emprise de ou des entreprises, devront être aussi identifiées et sur lesquelles devraient être menés des états de conservation et la présence ou non d'amiante. Donc, c'était l'opérateur de repérage qui doit définir ces zones. Voilà, donc la présentation, on la voit, on va lancer le PowerPoint. Alors, je vais le lancer. Donc, cher public, il y en avait beaucoup qui avaient voté, qui n'avaient pas voté correctement sur la deuxième question. Hein. Est-ce que tu as lancé? Alors, pourquoi est-ce que j'ai plus accès à la vidéo? Alors. Là, il faut se mettre sur le PowerPoint. Oui, tout à fait. Là, mon PowerPoint. Voilà. Allez, c'est parfait. Donc, je reviens juste pour les questions. Je te laisse dérouler cette présentation alors. Tout à fait. Bah, écoutez, pour savoir parmi nous, on est encore assez nombreux et j'en suis ravi. Donc, pour ce nouveau circuit amiante 2021, merci à tous d'être présents. Je vais vous faire d'abord un petit focus sur les présentations du syndicat qui est le CEDRE. Donc, c'est un syndicat qui couvre 4 métiers. Nous avons la démolition, le désamiantage, le sciage, carottage et le recyclage des déchets, voilà, le recyclage de manière globale. Elle regroupe environ 250 membres, 70 membres partenaires, 7500 salariés. Donc, ces choses évoluent, ce sont des chiffres de 2019 et à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Voilà
Donc, nous avons différents partenaires. Le CEDRE a vocation d'être aussi, comme le disait Protis tout à l'heure, être présent au sein des instances, les ministères. Nous faisons partie des commissions AFNOR dans le cadre de la révision des normes. Nous sommes aussi dans la boucle des éventuels arrêtés pour émettre des avis sur la publication, arrêtés et décrets. Nous participons aussi aux commissions amiantes au sein des 3 organismes de certification d'entreprise. Donc, nous avons des représentants entreprises au sein de ces 3 commissions pour les 3 organismes que sont l'AFNOR, Global Certification et Calibat. Et en interne, nous avons différents projets. Donc, nous faisons de la newsletter, nous intégrons de nouveaux membres, nous diffusons des bibliothèques documentaires, nous avons des rencontres des métiers. Alors, il est vrai qu'avec le Covid, cette rencontre métier, qui est l'un de nos plus gros projets de rencontre, est un petit peu remis en cause, ou il a du mal à se mettre en place. Nous organisons, en tout cas, nous participons au prix de l'innovation et au sujet Quali-Recycle. Et nous avons le déploiement en fait de CQP. Donc le CEDRE est porteur de 3 CQP. Le CQP opérateur de désamiantage, donc qui est un complément à la formation obligatoire dans le cadre du désamiantage pour l'ensemble des salariés d'une entreprise. Et nous avons le CQP scieur carotteur, donc et le CQP opérateur en déconstruction. Donc ces CQP sont en cours de révision, en cours de mise à jour. Nous avons l'enregistrement RNCP, etc., etc. Donc c'est un élément diplômant sur ces métiers. Je vais d'abord faire un petit focus sur justement les différentes questions qui ont pu être posées tout à l'heure. Un certain nombre de paramètres ou d'éléments à prendre en compte dans le cadre de la responsabilité, maîtrise d'ouvrage et collectivité. On a le sujet toujours classique, c'est que l'amiante est toujours et la plupart du temps susceptible d'être présente dans les bâtiments, quelle que soit la typologie, non seulement de bâtiments, mais de leurs usages. Et on sait qu'aujourd'hui, que cette exposition professionnelle résultant de présence d'amiante concerne une population bien plus importante qu'on ne le croit. Il y a non seulement les occupants, mais les gens qui peuvent circuler, qui peuvent intervenir, des services techniques, etc. Donc, c'est de manière très large le public qui peut être soumis à la présence de ces matériaux en fonction de leur état de conservation est très, très large. En qualité de donneur d'ordre, tout type d'opération concernée par les bâtiments infrastructures résulte d'application de dispositions réglementaires en matière d'amiante et notamment de choisir des intervenants, donc entreprises qualifiées, s'il s'agit de certification. Mais voilà, il y a une réelle responsabilité de la part du donneur d'ordre d'orienter son choix sur le type d'intervenant, qualification, certification ou compétence. À ce titre, les collectivités territoriales, personnes physiques ou personnes morales, ont, comme on le disait tout à l'heure, des responsabilités pénales en cas de manquement du principe de prévention dans la démarche qui est faite. Et par ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure lors de la table ronde, les inspections du travail ont plein de compétences pour contrôler les conditions d'intervention de ces entreprises et la chaîne de commandement, si je puis dire, le donneur d'ordre de l'entreprise. Les opérateurs de repérage peuvent être susceptibles, il peut y avoir des engagements administratifs, des sanctions qui peuvent être faites. Voilà en gros l'élément. Vous avez les opérations liées à l'amiante dans la collectivité territoriale présentent de nombreuses spécificités qui exigent une vigilance particulière. On voit bien donc la diversité des matériaux concernés. Ça va aussi bien de la voirie, les déchetteries, les services techniques. Voilà, on est sur une très grande diversité des métiers concernés. On est sur des opérations qui sont aussi très larges, la réhabilitation, la démolition, la rénovation. On est sur la présence d'un public divers, et je le disais tout à l'heure. On est sur des délais de modalités de réalisation en temps contraint et à proximité des personnes évoluant dans l'environnement. Donc, en fait, on a aussi bien des gens qui circulent à l'extérieur. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre, aussi bien pour l'entreprise qui est présente pour faire mener les travaux, mais du public avoisinant. Ça peut être en milieu occupé, puisque le chantier de désamiantage se fait parfois en milieu occupé. Un exemple tout bête, c'est d'avoir un appartement qui est en cours de désamiantage, où une partie des parties communes pourra être réservée à l'entreprise, mais on ne peut pas de ce fait, ou en tout cas c'est une problématique, c'est que les occupants des autres appartements non concernés par les travaux doivent être absolument protégés et pour lesquels on doit s'abstenir d'une éventuelle exposition. Donc ça, ce sont les entreprises de désamiantage qui gèrent, mais le donneur d'ordre a une responsabilité en termes de moyens d'accès, de moyens d'installation, et en fait qu'on doit avoir un droit de regard sur la protection des occupants. Et on constate malheureusement, c'est que trop souvent, il y a une sous-estimation des risques liés à l'exposition de l'amiante dans tous ces cas de figure, quelle que soit la nature des travaux.
Voilà la raison pour laquelle il est extrêmement important qu'il y ait, donc en fait, il y a la notion d'assurer la santé et la sécurité de tous les intervenants sur les chantiers dès la conception et jusqu'à la fin des travaux, puis celle des occupants des locaux. Il est extrêmement important que ces collectivités maîtres d'ouvrage puissent, en tout cas, coordonner un CSPS, donc le coordinateur de sécurité et prévention, puisqu'il aura vocation d'être, entre autres, consultant sur les modalités et les documents qu'il va lire et avoir entre les mains, repérage, modalités d'intervention de l'entreprise, mais il sera aussi, en termes de prévention, le lien entre les différentes activités des entreprises qui soit ont travaillé en coactivité, mais aussi conjointement ou simultanément. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez une entreprise qui intervient sur une toiture, il va de soi qu'en effet, la toiture va être désamiantée. Il peut y avoir des cas de figure particuliers. C'est l'intervention d'une nouvelle entreprise à la suite de la dépose. Et bien entendu, comme l'entreprise de désamiantage a obligation réglementaire de nettoyer les surfaces éventuellement polluées, et en effet d'avoir une fixation, en tout cas un moyen qui permettra de fixer les résidus de fibre présents toujours gérable, mais il y a une liaison entre l'entreprise qui dépose et l'entreprise qui va intervenir par la suite. Ce coordinateur SPS a vocation, entre autres, de consulter les modalités de fin d'intervention ou de la durée d'intervention et des modalités d'intervention de l'entreprise ou des entreprises de désamiantage et de s'assurer que les entreprises qui interviennent par la suite ou conjointement soient à même eux aussi protégées. Et tous ces éléments de consultation extérieure CSPS avec l'ensemble des périmètres comme j'ai exposé tout à l'heure, c'est sur cette base que seront classifiés les travaux. Est-ce que ce sont des travaux SS3 ou des travaux SS4? Voilà, globalement, je ne vais pas m'étendre sur le logigramme de 2015 qui, malgré tout, reste quelque chose qui peut être pris en compte, mais qui conditionne la frontière très subtile. Même si pour la notion de retrait, d'un chantier de retrait amiante, elle ne l'est pas, il peut y avoir dans certains cas de figure de travaux, de réhabilitation ou de rénovation, une frontière très subtile entre est-ce que ces travaux relèvent de la sous-section 3 ou de la sous-section 4. C'est un élément qui reste malgré tout consultable. Je pense que s'il y a en effet il y a un autre logigramme, il évoluera. Mais voilà, en gros, ce qui conditionne le choix en enquête qui peut aider à faire le choix entre sous-section 3 et sous-section 4. Voilà ce qui conditionne en fait les obligations réglementaires pour les entreprises qui, en effet, pour la sous-section 4, doivent être l'ensemble du personnel doit être formé, l'entreprise doit être certifiée, et dans le cadre de cette certification, l'entreprise est intégralement suivie par la méthodologie non seulement documentaire, donc examen documentaire, mais audit mené au sein de l'entreprise. Donc le nombre d'audits est conditionné par le nombre de personnes déclarées dans l'activité amiante. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et la sous-section 4, donc là c'est très subtil et pareil, je ne vais pas forcément les décrire, mais globalement, les obligations sont les mêmes. Une analyse des risques relativement conjointe, basée sur les mêmes informations. La subtilité, c'est la transmission du plan de retrait qui, en effet, on le disait tout à l'heure, dans le cadre du plan de retrait sous section 3 se fait avec un délai de 30 jours. Délai d'exploitation par les instances de relecture et de conditions d'intervention de l'entreprise. Et pour la sous-section 4, lorsque l'intervention est supérieure à 5 jours, il y a une obligation de déclaration. Je vais faire le petit focus sur des parties documentaires que les maîtrises d'ouvrage et collectivités doivent avoir en main et qui doivent être accessibles de la part des entreprises. C'est l'ensemble des diagnostics. Je rappelle que lorsqu'il y a une déclaration de travaux et que les travaux doivent être menés, il ne s'agit pas de transmettre un seul et unique rapport de repérage qui est la dernière réglementation de 2002, c'est le rapport de repérage avant travaux. Il s'agit bien de transmettre tous les diagnostics. Donc le dossier technique amiante, quel que soit le type de repérage, pour que l'entreprise puisse conjointement, en consultant ces documents, faire des corrélations, identifier un risque qui pourtant ne pourrait pas être celui des travaux à proprement menés, mais par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de matériaux présents dans un couloir de circulation sur lequel l'entreprise va être amené à passer régulièrement. Et on peut avoir un dossier technique amiante qui fait état, il y a 8, 6 ou 15 ans de présence de dalles. Ces dalles seront non seulement consultables dans le DDA, mais elles peuvent aussi compléter le DDA, le repérage amiante avant travaux. Voilà.
Justement, le petit focus, et là, je mets l'accent sur l'un des articles. Donc là, c'est l'obligation de repérage avant travaux, donc applicable depuis le 19 juillet 2019. Je vais peut-être faire un petit focus sur l'article 3 de cet arrêté, qui intègre une grande subtilité, mais qui malgré tout doivent être prises en compte par les collectivités, tout donneur d'ordre missionnant un opérateur de repérage. C'est que celui-ci intègre la notion subtile de matériaux directement ou indirectement concernés. La question, c'est à ce jour, une entreprise, je reprends l'exemple, une entreprise intervient sur différentes pièces. Malgré tout, elle va être amenée à circuler sur d'autres éléments, sur d'autres matériaux, et tenant compte du risque du choc et de vibration, les entreprises doivent pouvoir aussi, par l'intermédiaire de l'ensemble des rapports de repérage, identifier quels seraient être les autres matériaux sur lesquels elle va aussi circuler ou qui seront en présence de son emprise de chantier. Donc, le but étant de l'ensemble de ces missions de repérage, qu'elles soient récentes ou anciennes, c'est d'aboutir à un rapport de repérage ou en tout cas à une consultation de l'entreprise permettant à celle-ci de réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et ainsi d'ajuster la mesure à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ces travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres. Voilà en ce qui concerne. Donc, en effet, il y a le rôle des entreprises pour les travaux, c'est l'évaluation des risques selon les documents fournis et en fonction des travaux effectués. Donc, le programme de repérage et le périmètre de repérage qui ont été définis dans le cadre de l'échange donneur d'ordre et opérateur, et de devoir de conseil aux donneurs d'ordre développer le dialogue entre la MOA et la MEE. Donc, le but étant, c'est que lorsqu'il y a un exemple pour l'entreprise, l'identification d'éléments qui sont difficilement rapprochables entre l'ensemble des rapports de repérage, l'entreprise aura vocation de se rapprocher du donneur d'ordre pour faire part de ses doutes, faire part de ses interrogations, et devront être menées tous les types de missions, qu'elles soient de repérage ou d'analyse ou etc. Le but étant, c'est d'aboutir toujours sur le maximum d'informations assurant à l'entreprise une meilleure évaluation des risques. Et l'obligation de procéder à l'évaluation des risques, comme je le disais, afin d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour la collectivité, pour les protections collectives et individuelles et respecter la réglementation en vigueur. Voilà, donc la conclusion, donc les MOA ont l'obligation de faire l'analyse de risque et de fournir tous les documents nécessaires aux entreprises. Je mets DTA et exemple, c'était là en gros l'ensemble des repérages, quelle que soit d'ailleurs la source de documents. Il y a bien d'autres documents, l'information de matériaux qui ont été posés. Il y a eu des travaux qui ont été menés sur les différents biens qui ont été construits. Le donneur d'ordre peut-être ou le propriétaire peut être en possession d'autres documents attestant que de matériaux qui peuvent être connus et référencés comme contenant l'amiante. Tout système ou tout élément documentaire doit être transmis. Et ainsi de faire procéder au repérage nécessaire en lien avec les travaux. Donc là, l'accent matériaux directement ou indirectement impactés. Et ce programme et ce périmètre de repérage doivent être étendus au fait de tenir compte de qui occupe au moment des travaux le lien ou en tout cas la surface qui sera occupée. Bien définir les travaux du marché. Donc là, on est dans la classification, entre autres, de la SC3. Se faire conseiller, accompagner, conseiller par un CSPS conjointement avec l'échange de l'entreprise ou des entreprises qui vont intervenir. Le but étant, c'est de respecter la santé et la sécurité de tous les intervenants sur le chantier. Là, la filière déchets, donc elle est classique. Je ne vais pas faire de parallèle avec la loi AGEC, qui en effet est une loi toute récente, qui va un petit peu bousculer, ou en tout cas fortement bousculer, comme le disait Maxime Daratet, le sujet du déchet, puisque nous avons, en fait, pour l'instant, le but étant, c'est d'avoir une loi AGEC, c'est de bousculer un petit peu, c'est de se rapprocher en tout cas du producteur du matériau. Il doit s'interroger lors de sa conception de matériau de ce que va devenir le matériau s'il est soumis à des travaux ou à de la démolition. Donc voilà, c'est une chaîne de déchets, enfin de matériaux, puis éventuellement de ce que va devenir un déchet qui va être fortement perturbé. Voilà globalement. Les difficultés des déchets issus de la SS4. Donc, en effet, les travaux SS4 sont des travaux qui sont relativement menés par
un panel d'entreprises extrêmement large, puisqu'il y a des plombiers, des carreleurs, etc. Voilà, c'est une problématique. Donc, c'est des choses qui, je pense, dans le cadre des futures réglementations, évolueront aussi. C'est la problématique de petites quantités lors de petites interventions où on se retrouve avec un déchet où le coût peut être relativement similaire ou assez avoisinant à la sous-section 3. Et pour une petite entreprise qui intervient, c'est une réelle complication. On a la gestion, en fait, sur le territoire. On a peut-être une assez importante, pas une efficacité, mais en termes de besoin pour ces petites entreprises d'avoir de petits déchets, c'est d'avoir sur le territoire, en fin de compte, une réponse qui n'est pas toujours adéquate pour répondre à ces petites quantités. Voilà. On a certains gestionnaires proposent le regroupement des déchets, mais en assurant bien entendu un BSDA. Donc le BSDA, c'est le bordereau de suivi du déchet amiante pour chacune des entreprises. Donc là, c'est aussi très complexe. Et on a des kits d'intervention S4, y compris sur la gestion du déchet. Donc voilà, globalement sur les déchets S4. C'est un sujet un peu particulier. Voilà globalement l'un des projets que nous avons en cours et qui devrait aboutir d'ici le milieu d'année ou fin d'année. Ce sont des règles techniques. En fait, donc en partenariat avec certains ministères et le CIRTA, qui est un autre syndicat entreprise de désamiantage et d'autres activités, c'est de rédiger pour l'instant ce qu'il en est, c'est 14 règles techniques. Donc elles sont en grande partie basées sur la rédaction et sur l'apport de compétences et de connaissances et de maîtrise du sujet, de bonnes pratiques des entreprises de désamiantage. Donc, il y aura 14 règles qui ont été définies. Et il y en aura peut-être d'autres, elles évolueront aussi, qui sont en cours d'être finalisées. Et nous allons pour cela, en fait, dans le cadre de ces règles techniques, à l'aboutissement du projet de rédaction et de correction et de relecture, la mise en place d'un site dédié à la consultation et au téléchargement éventuel de ces supports qui seront aussi bien utilisés par les entreprises de désamiantage que par des centres de formation. Voilà, ils seront libres d'accès et elles pourront être, en tout cas, s'approprier par toute la filière amiante. Voilà globalement un petit détail. Donc voilà, c'est en termes de 14 règles. Voilà les titres. Donc ce ne sont que les titres des 14 règles. Nous avons des règles conjointes. Donc il y a une règle conjointe qui est la règle 06 parce qu'elle concerne les protections individuelles qui sont de différentes natures. Cette règle est partagée entre le CEDRE et le CIRTA, donc le deuxième syndicat partenaire à ce projet, où l'adduction d'air est en charge du CIRTA et les VA et autres masques, donc ventilation incitée et autres masques à la charge du CEDRE. Voilà globalement les 14 titres des 14 règles qui sont en cours de finalisation. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention et encore ravi de vous avoir parmi nous pour ce démarrage, en tout cas cette première journée de démarrage du circuit amiante 2021. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Voilà Xavier. Alexandre, merci à toi, même si on ne te voit pas. Désolé pour ce petit problème de caméra. Mais on t'a parfaitement entendu. On a eu la présentation. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Une première, c'est est-ce que les CSPS ont-ils besoin d'une certification? C'est Fabien qui pose cette question-là. Alors, je pense que il y a certainement un déploiement de formation. C'est vrai que je ne maîtrise pas le sujet. Le but étant, en fait, c'est que, alors je sais ce qu'il en est du lien en termes de CSPS. Et il y a des formations SPS. Il y a un certain nombre de choses qui sont délivrées en termes d'amélioration des compétences et des connaissances sur le sujet. Parce que une formation CSPS, j'imagine qu'il y en a, mais elles ne couvriront peut-être pas forcément tous les métiers. Il est très clair que voilà, ça peut être complexe pour un seul et unique individu, même un cabinet, de couvrir, d'être en compétence sur tous les métiers qui composent un bâtiment ou quel que soit le type d'infrastructure. Ouais. Voilà, donc c'est on va dire le besoin exprimé par le donneur d'ordre qui conditionnera la nature ou le type de CSPS. Il y a des gens qui maîtrisent le sujet d'amiante, il y a des gens qui maîtrisent plus le sujet électricité, gros œuvres, etc. Donc c'est divers et varié. Une seule et unique personne ne maîtrisera, en tout cas, on peut envisager qu'il est difficile qu'il maîtrise l'intégralité des sujets qui composent la construction d'un bâtiment qui, par définition, qu'il soit de l'industrie, de l'habitat ou de l'usage agricole, etc. On ne construit pas ces matériaux, ces bâtiments de la même manière. Les matériaux ne sont pas forcément les mêmes, même si en effet ils ont une très forte relation, mais leur impact environnemental, leur impact en termes de méthodologie d'entreprise de désamiantage, voilà, il y a une délivrance, il y a des formations qui existent, mais de la certification, oui, ça risque d'être très compliqué. Oui. Une dernière question d'ailleurs de Fabien aussi, c'est de donneur d'ordre, peut-il déléguer au maître d'œuvre l'ensemble de ses obligations en matière de coordination?
Alors, la coordination est forcément limitée. La responsabilité pénale est la même. C'est-à-dire qu'en effet, le donneur d'ordre, le propriétaire, reste malgré tout responsable. On parle bien de conseiller CSPS. On ne parle pas de délégation. Alors, il y a de ce fait le terme délégation qui est employé, puisqu'en fait, on part à partir du principe que le donneur d'ordre, le propriétaire, n'est pas sachant dans tous ces domaines, ne maîtrisant pas, entre autres, le sujet amiante, qui est relativement complexe. Mais le CSPS, voilà, c'est en fait, à proprement dit, comme le donneur d'ordre va aussi consulter le rapport de l'opérateur de repérage, c'est une consultation qui est faite. Il y a l'expression d'un besoin et une réponse en capacité, et l'entreprise fait partie de cette boucle. Donc la délégation, non, c'est compliqué. On ne peut pas déléguer une responsabilité totale sur un certain nombre de choses. Elle doit être conjointe, elle doit être discutée, il doit y avoir des échanges. Le but étant, c'est toujours d'aboutir à quelque chose qui peut paraître malgré tout flou, c'est d'être en capacité de répondre au plus large et de manière le plus exhaustive aux besoins de chacun. Voilà, Julien Boudier fait une précision qui intervenait pour la table ronde. Il s'agit d'une délégation de mission pour le CSPS et non de responsabilité. Voilà. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. On se retrouve dans ta salle tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu seras avec nous dans la salle privée. Très bien. Je te remets dans le public. La caméra devrait marcher puisque tu vas te reconnecter tout à l'heure. Merci, bonne continuation. À très bientôt. Alors, merci beaucoup Alexandre.